la première personne à qui je le dis, hein, je l'ai même jamais dit sur les réseaux ou sur... J'en ai même oublié que j'avais des enfants. J'avais oublié que j'avais des parents. J'en ai même oublié que j'avais un chéri. Et j'ai essayé de mettre fin à mes jours. Dis bonjour à mes 1 million de followers, bébé. Vous savez comment je m'appelle sur les réseaux? La 8e merveille. Parce que tout le monde déploie le genou devant moi. Vous avez compris? La vie de 2 enfants vaut 300 €, 150 € chacun. Je saute carrément, je prends un élan, je saute pour leur mettre des coups de tête. Je voulais les humilier. C'est j'arrive, tu vas mourir ce soir. Dans la tête de mes enfants, leur maman elle va mourir en fait. Et je les enferme, je leur dis de pas faire de bruit, je dis à ma fille de pas faire de bruit et attends le final, sois surtout prête pour le final. Le 3e épisode et c'est le final qui va t'achever. Bonjour Selma. Bonjour Sam. Alors Selma, on t'appelle Selma 8e merveille sur les réseaux sociaux. Je me trompe pas? C'est ça. Tu es une influenceuse très suivie, hein, notamment sur Instagram et sur Snapchat. Et tout a basculé il y a quelques mois lorsque 2 individus ont lancé un cocktail Molotov sur ta voiture ou sur ta maison. Tu nous expliqueras ça. Tu les as attrapés, tu les as menacés, tu les as violentés, tu les as séquestrés. Tout ça, tu l'as filmé. Tu as fini incarcéré pendant plus d'1 an, 13 mois, je crois. Et aujourd'hui, tu portes un bracelet électronique. Yes, c'est ça. Ça veut dire quoi, concrètement, ce bracelet électronique? Il sert à quoi? Alors, en fait, c'est une continuité de la prison. En gros, je suis assignée à résidence, donc je suis libre, mais j'ai des horaires. Je ne dois pas dépasser ces horaires et je dois rester à la maison. Et c'est quoi ces horaires? C'est quoi ces règles? Alors, les règles, c'est du lundi au vendredi de 9h à 20h et le week-end de 14h à 18h. Et si tu outrepasses ces règles, qu'est-ce qui se passe? Je retourne en prison. Illico presto. Illico presto. 13 mois de prison. Oui. 13 mois, c'est pas rien. Est-ce que tu estimes que tu t'es faite justice toute seule? Et dans quelques instants, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de l'histoire. Oui, je me suis fait à peu près justice moi-même. Pourquoi se faire justice soi-même, Selma? Alors, c'est plus un craquage, genre un pétage de câble, vraiment. C'était une continuité, c'était pendant 1 an, ça n'arrêtait pas. Et puis j'ai perdu mon sang-froid puisque la justice ne faisait rien. Qu'est-ce qui n'arrêtait pas pendant 1 an? L'harcèlement, des menaces, on m'a frappé devant chez moi, on m'a cassé mes voitures, on suivait mes enfants à l'école, on les prenait en photo, on m'a suivi jusqu'à ma fille s'était fait mordre par un chien, donc elle était hospitalisée pendant 15 jours. T'es maman de 2 enfants. C'est ça, 2 enfants, une petite fille et un petit garçon. Qui ont quel âge? Ma fille, elle a 13 ans et mon fils, il a 5 ans. Et donc, du coup, pendant son hospitalisation, on venait jusqu'en bas me filmer, m'envoyer ça en message sur WhatsApp. Je ne connaissais pas le numéro. Voilà. On me filmait quand j'allais faire mes courses. Si je mangeais, par exemple, je commandais un McDo, par exemple, chez moi. On me disait alors, ça va, il était bon le McDo. Enfin, j'étais tout le temps surveillée. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là où toi tu considères avoir voulu te faire justice toute seule, avoir craqué, Ouais. comme tu le dis? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment des hommes arrivent chez toi? Alors en fait, ma journée se passe super bien et je récupère mes enfants à l'école. Comme à mon habitude, à 18h30, je récupère tout le monde et je fais à manger. Je suis très réglée. Je suis quelqu'un qui a besoin des horaires et tout, très cadré. Et en fait, je faisais à manger à ce moment-là. Et j'ai ma babysitter qui m'appelle, qui habite vraiment en face, qui a un visu sur ma maison. Et qui m'appelle et qui me dit « Selma, il faut que tu sortes vite, puisqu'en fait, il y a le feu devant ta maison. » Et donc, du coup, je cours. Je suis en train de cuisiner, donc j'ai le couteau à la main. Ah oui, parce que tu sors avec un couteau de cuisine. Exactement. J'attrape une gazeuse qui est devant mon entrée et je sors. Parce que là, quand on me dit le feu, j'ai peur. Et je sais que c'est malveillant. C'est pas un truc qui a pris feu tout seul. Je sais, puisque ça fait quand même 1 an que ça arrive, donc je m'y attends. C'est-à-dire, ça fait 1 an que ça arrive, ça fait 1 an que tu as des histoires de ce type-là, ça fait 1 an que des personnes essaient de te nuire? Oui, ça fait 1 an que ça n'arrête pas. Ça fait 1 an que je sors mes poubelles à 23h, on me tabasse en pleine nuit. Mes voitures sont cassées en pleine nuit aussi. Ma vitre de ma maison a été cassée. Enfin voilà, c'est vraiment un tout.
et enfin des menaces. Il y a eu des gens qui sont venus avec des armes devant chez moi, m'intimider. Tu portes plainte, tu constitues un dossier? Oui, je constitue un dossier avec mon avocat. On veut vraiment tout globaliser pour vraiment faire une plainte commune et déposer ça. Donc en fait, on constitue le dossier. On n'a pas encore déposé plainte à ce stade. On fait vraiment... En fait, si tu veux, toutes les semaines, il y a un nouvel élément. Et tous les jours, je me fais aussi par message, etc., avec des menaces. Donc en fait, tous les jours, il y a un nouvel élément. Donc lui, le pauvre, l'avocat, il ramasse les preuves, il ramasse, mais le jour où ce drame s'est passé, peut-être, je crois, quelques jours après, je devais avoir rendez-vous pour vraiment déposer la première plainte, déjà. Et ce jour-là, est-ce que tu vois des individus aux alentours de chez toi? Non. Quand je rentre avec mes enfants, je vois vraiment personne. Quand tu sors avec le couteau de cuisine, est-ce que tu vois des individus? Oui. Par contre, quand je sors avec le couteau, je cours, donc je vois d'abord le feu. J'éteins le feu d'abord, parce que c'est hyper dangereux, et il y a mes enfants, surtout, dans la maison. Et je vois 2 individus un peu cagoulés en train de courir. Et là, en fait, je me dis, il faut que je les chope. Ça y est, c'est bon, en fait. Je peux plus. Là, vraiment, mes nerfs sont vraiment à vif et il faut vraiment que je les chope. Et donc, du coup, je cours après eux et je cours très, très mal. Je ne sais pas courir. Et en fait, il y a des jeunes qui passent devant chez moi, qui savent que je suis l'influenceuse de Montigny, quoi. Et ils me demandent, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Et je dis, il y a 2 petits qui viennent de mettre le feu à ma maison. Aidez-moi à les rattraper. Et en fait, c'est eux qui m'aident à vraiment rattraper les 2 jeunes, puisqu'ils sont jeunes, ils ont 21 et 24 ans. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur ça, parce que sur les réseaux, on m'a beaucoup accusé d'avoir frappé des mineurs et des enfants. Alors que ce ne sont pas des enfants, c'est des adultes. Ils ont 21 et 24 ans. Donc, du coup, ils m'aident à les attraper. À quel moment tu as ce réflexe qui est de sortir ton téléphone pour filmer cette agression? Parce que même si tu te défends, je pense que tu conçois que ça reste une agression. Bien sûr, bien évidemment. Non, je les ai vraiment agressés, donc c'est vraiment une agression. En fait, pourquoi je prends mon téléphone et je filme? Puisque, en fait, avec tout ce qui s'est passé, j'ai même mis les vidéos où je me suis fait tabasser devant chez moi, etc., en pleine nuit. On me dit toujours que j'affabule et que c'est des mensonges et que je scénarise, en fait, ces choses-là. On me fait passer pour une folle. On t'accuse de buzz? Oui, de mauvais buzz, alors que personne ne va se faire tabasser pour faire du buzz, quoi. Je ne suis pas malade mentale non plus. Donc toi, tu sors ton téléphone en te disant je vais prouver que je ne suis pas folle. Exactement, c'est ça. En fait, je veux prouver et je veux montrer, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne mets pas sur les réseaux qui se sont passées en interne, mais là, en fait, c'est la goutte de trop. Ça va super long, en fait. Et à ce moment-là, j'imagine que tu ne réalises pas que tu postes les preuves de ta future inculpation. C'est ça. On va la regarder, cette vidéo qui a tourné de partout sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu arrives à la voir encore sans difficulté? Je l'ai vue plusieurs fois quand j'étais en prison et tout. Tu l'as analysée, cette vidéo? Ouais, et je me reconnais même pas. On peut la regarder? Bien sûr, ouais, bien sûr. Ça se passe ici. Oh, regardez sa tête. Dis bonjour à mes 1 million de followers, bébé. Attends, toi aussi tu vas dire bonjour. Hein? Qui t'envoie, fils de... Ça vous enchante que je monte votre télé sur mon Snap? Non. Vous pensez vraiment que j'allais pas vous choper? Excusez-vous. À genoux. À genoux! Pourquoi tu souffles? Pourquoi tu souffles? Pourquoi tu souffles? Excuse-toi. Pardon. T'es pas bien à genoux, toi. Vous savez comment je m'appelle sur les réseaux? La 8e merveille. Parce que tout le monde déploie le genou devant moi. Vous avez compris? Tous les hommes, et surtout avec des petits comme les vôtres, bande de... Qu'est-ce que tu te dis avec du recul des mois après quand tu revois ces images, quand tu te réentends? C'est horrible. C'est horrible. Là, ce que je fais à 2 mecs qui ont rien à voir, en fait. Parce qu'eux, ils sont juste payés. C'est horrible ce que je fais. C'est-à-dire, ils sont payés? Ils ont été envoyés, il y a un commanditaire derrière. C'est-à-dire que toi, tu accuses ces personnes d'avoir été payées pour venir te faire quoi? Eux, ils le disent, de toute façon, ils me le disent. Et je parle même avec le commanditaire, parce qu'il les a envoyés sur Snapchat. Et je parle même avec un intermédiaire du commanditaire. Le commanditaire, c'est qui? C'est un blogueur.
Alors, en amont de cette interview, tu m'as dit que tu ne voulais pas, à ton niveau, dire le nom de ce blogueur. Non. Je te demande pourquoi. Moi, je vais respecter ta volonté, Bien sûr. mais pourquoi? Parce que ce serait lui donner du crédit. Il s'est vanté beaucoup de ça, en fait. Pendant toute mon incarcération, il se vendait, il a même menacé des gens en disant regardez-moi ce que je lui ai fait à elle, si tu veux pas qu'il t'arrive la même chose, tais-toi. Alors, tu as été mise en examen pour vol avec arme, violence aggravée, enlèvement, séquestration et diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. C'est qui qu'on entend là? C'est y a moi et les deux jeunes. Ouais, mais c'est qui cette jeune femme? C'est pas celle que j'ai en face de moi non. là. Ça, c'est la maman qui pète un câble et vraiment au bout d'un an. C'est comme si quelqu'un d'autre avait pris possession de mon corps, en fait. Et ça y est, c'est la goutte de trop, en fait. On dirait, vu de l'extérieur, Ouais. hein, quand on ne connaît pas vraiment l'affaire, on se dit « Ok, je suis en train de regarder un film d'horreur avec une nana psychopathe qui est en train de régler le compte de deux personnes qu'elle ne connaît pas. C'est exactement ça. » T'as conscience de ça? Ouais, totalement. Totalement. T'as de la culpabilité? Oui, bien sûr. Je culpabilise parce que déjà, ces deux garçons-là ne me connaissaient même pas. Ils n'avaient rien contre moi de base. Eux, ils sont envoyés pour 300 €. C'est ridicule. La vie d'une mère de famille avec 2 enfants, je parle même pas encore pour la mienne parce que, bon, moi, je suis une adulte, mais la vie de 2 enfants vaut 300 €, 150 € chacun. Donc, c'est complètement ridicule. J'imagine même pas la misère sociale dans laquelle ils sont pour accepter de faire ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête concrètement à ce moment-là? Est-ce que tu arrives à t'en souvenir? Et il y a des flashbacks. En fait, c'est quand je regarde les vidéos que je réalise que j'ai fait ça. Mais en fait, si tu veux, quand je suis en garde à vue ou quand après j'atterris en prison, je n'arrive même pas à réaliser ça, en fait. Tu sais, je suis encore dans le déni, en fait. Et c'est jusqu'à ma première audition où là, je revois, parce que bon, là, il y a ce qui a été posté sur les réseaux sociaux, sachant que la dernière vidéo où je parle et qui sont dans ma cave, ce n'est pas moi qui l'ai postée. Donc c'était dans ta cave? Oui. Ça. Cette vidéo-là, ce n'est pas moi qui l'ai postée. J'ai posté les vidéos des 2 jeunes dans le jardin, quand on les voit, qui sont attachées sur mon siège. Mais la vidéo dans la cave, ce n'est pas du tout moi qui l'ai postée. Qui l'a posté cette vidéo? Alors en fait, je l'ai envoyée à ce fameux blogueur, à son ami, et c'est eux qui l'ont postée quand j'étais incarcérée. Tu t'attendais à ce que cette vidéo soit postée? Non. Non, sinon je ne l'aurais pas envoyée. Concrètement, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans cette vidéo? Qu'est-ce qui t'est reproché? Tu leur fais quoi à ces jeunes? Tu les ligotes? Ouais, alors d'abord, quand je les attrape, je les menace avec le couteau. Je les frappe. Je leur mets des coups de tête, des coups de pied. Et ça, c'est vraiment en voyant les images où je me rappelle de ça, parce que j'avais même pas eu conscience que je leur avais fait ça, en fait. Et c'est vraiment quand je revois les images, parce qu'il y a des caméras où je les attrape, entre guillemets. Les caméras de la ville? C'est ça. Et en fait, là, je les vois et je me dis, mais waouh! Enfin, une nana d'1,65 m face à 2 mecs d'1,80 m à peu près, genre, je saute carrément, je prends un élan, je saute pour leur mettre des coups de tête. Je me dis, mais c'est la guerre, en fait, dans ma tête. Vraiment. Tu les fais se déshabiller? Ouais. Pour quelle raison? Je voulais les humilier. Et surtout, la vidéo, là, dans la cave, je voulais, en fait, les humilier et les faire entre guillemets, chanter, parce qu'ils me promettent de me ramener le commanditaire. Et ce qui ne se dit pas, et ce qui m'est reproché, c'est la séquestration. Et en fait, ces 2 jeunes-là, moi, quand je les attrape, d'abord au cinéma à côté de chez moi, je leur dis que j'appelle la police, que j'ai déjà appelé la police et que je veux les remettre à la police. Pourquoi t'as pas appelé la police? On a appelé la police. Ah, vous avez appelé la police? Bien sûr. Avant que tu pètes un câble? Oui, avant que je pète un câble, ma babysitter a appelé la police, ma fille a appelé la police et moi j'appelle la police. Et? Personne ne se déplace. Qu'est-ce que tu leur dis? On leur dit qu'il y a quelqu'un qui est venu mettre le feu chez moi, ils connaissent mon adresse puisque on les appelle déjà, ça fait plus d'1 an qu'on les appelle presque toutes les semaines en fait. Et ils ne se déplacent pas. Et là, je leur dis que je vais les remettre à la police. Et eux me supplient de ne pas le faire, en fait. Et donc, du coup, je leur dis, bon, on va aller chez moi et on va éclaircir cette histoire, en fait. Mais en fait, c'est une séquestration. Et effectivement. Est-ce que toi, sur le moment, tu as conscience de ça? Oui.
Est-ce que tu as conscience que ce que tu es en train de faire, c'est une séquestration Enfin, et que ça s'appelle comme ça? Alors, je sais que c'est une séquestration, mais en fait, si tu veux, sur le moment, tu te rends pas compte. En fait, ça va tellement vite. Je pense que ça a duré plus d'1 heure, ces violences, tout ça. Mais en fait, tu réalises même pas parce que tu es sur le coup, tu es tellement énervé que tu ne réfléchis même pas à ce que tu fais, en fait. Tu leur fais quoi une fois qu'ils sont chez toi, une fois qu'ils sont enfermés dans Je cette les cave? frappe. Je les frappe, je les déshabille, je les frappe, je les fais chanter. Enfin, je les prends en vidéo et je les fais chanter. Comment ils réagissent? Bah, plutôt calmement, en fait. Ils subissent un peu le truc et ils s'excusent, en fait. Ils te demandent d'arrêter? Ils s'excusent. Est-ce qu'ils te supplient d'arrêter? Non, mais ils s'excusent. En fait, je pense que par fierté, je pense qu'ils le font pas, tu vois. Et s'ils s'excusent, pourquoi toi, t'arrêtes pas à ce moment-là? Je suis tellement en colère et je repense à mes enfants qui sont juste en haut, qui sont en train de dîner. Et ça me... en plus, le pire, c'est que j'entends mon fils m'appeler, en fait. Et là, je pète un câble. En fait, plus je réalise que mes enfants sont là, et plus je pète un câble. Et tu réalises pas qu'en ayant ce comportement-là, justement, tu vas t'éloigner de tes Ouais, enfants? Si. Enfin, non, je réalise pas tout de suite. C'est vraiment après. Puisque après, je poste même des vidéos où j'explique, parce que j'ai montré leur visage, et je poste même des vidéos tranquilles dans mon salon en expliquant ce qui vient de se passer. Donc je réalise pas, en fait, vraiment. Je suis vraiment dans un déni, tu vois. C'est 1 heure après, hein, 1 heure Ouais. après cette séquestration, Oui. qu'il y a les autorités qui viennent toquer à ta porte. C'est ça. Enfin, ils viennent pas toquer à ma porte. En fait, si tu veux, pendant que je suis avec eux, moi, je parle avec un des intermédiaires du commanditaire et qui me dit « J'arrive pour, en gros, te finir ». Il me dit ça. On voit qu'il vient pas parce qu'en fait, si tu veux, je les relâche une première fois. Ils reviennent en me disant « Il vient de répondre ». Et quand ils me disent « Il vient de répondre », je parle avec lui, moi, sur Snap. Et il me dit « J'arrive pour te finir ». Au bout de 20 minutes, je vois qu'il n'arrive pas. Ça veut dire quoi, j'arrive pour te finir? Bah, je ne veux pas dire les termes parce que c'est tellement vulgaire, mais en gros, c'est j'arrive, tu vas mourir ce soir. En gros, c'est ça. Dans des termes beaucoup plus vulgaires. Menace en l'air ou menace à prendre au sérieux? Menace à prendre super au sérieux. Il y a déjà 2 jeunes qui sont chez moi que je séquestre et qui viennent de foutre le feu chez moi. Donc, si tu veux, pour moi, menace hyper sérieuse, puisque les faits sont là, en fait. Les jeunes sont là. Et le pire, c'est qu'ils voient, parce qu'ils les ont appelés en vidéo, je pense qu'ils ont envoyé les vidéos, qu'il a peut-être dû voir sur mes réseaux, ils voient que je les ai violentés. Donc il est encore plus énervé, le mec. Il est encore beaucoup plus énervé. Et donc du coup, quand il me dit ça, bon, je fais pas attention, je vois qu'il n'est pas venu, ils repartent. Ces 2 jeunes-là repartent. Et 1 heure après, il y a la police qui vient en civil, armée de Kalachnikov. Donc pour moi, dans ma tête, c'est pas la police. Dans ma tête, en fait, je suis devant ma fenêtre, et pour moi, c'est eux. C'est eux qui reviennent pour m'achever. Et là, je réveille mon fils, je l'emmène en haut. Il y a la chambre de ma fille qui est en mezzanine, tu sais, avec un escalier escamotable. Et je les enferme, j'enferme carrément mes enfants en haut. Je leur dis de ne pas faire de bruit. Donc t'imagines déjà juste dans la tête de mes enfants, leur maman, elle va mourir, en fait. Et je les enferme, je leur dis de ne pas faire de bruit. Je dis à ma fille de ne pas faire de bruit et juste d'appeler la police. Tu leur avais laissé un téléphone? Oui, ma fille, elle a un téléphone, elle a 13 ans, donc elle a son téléphone. Et jusqu'à ce que le policier fasse le tour de ma maison et rentre par la fenêtre que j'avais oublié de fermer. Donc toi, tu pensais à ce moment-là que c'était une attaque? Ouais, je pensais vraiment que c'était une attaque. Je me suis enfermée dans la salle de bain, j'appelais la police en même temps, ma fille appelait la police en haut, et jusqu'à ce qu'ils rentrent et qu'ils me disent « mais c'est la police !» Mais je vois des jeunes, moi c'est des mecs baraqués, jeunes, enfin c'est la BAC, donc tu peux pas savoir si c'est vraiment la police ou pas, tu vois. Et là, je comprends que c'est la police, en fait. Ouais. Quelles sont vos premières interactions, enfin s'il y en a? Les premières interactions, c'est déjà j'ai un gros chien, un red nose, qui est dans le jardin, donc ils veulent que je l'attache. Déjà ça. Et après, où sont séquestrés les mecs, en fait. Ils me disent, je dis, mais je suis toute seule avec mes 2 enfants. Il y a personne, enfin, tout le monde est parti, quoi, en fait. Et c'est ça, en fait. Pour eux, il y a encore des gens de séquestrés chez moi. Donc à ce moment-là, ils pensent que tu séquestres encore ces 2 jeunes hommes. C'est ça. Et que je suis armée, et que, voilà. C'est quoi la suite? La suite, bah, c'est... On attend pendant presque plus de 2 heures que la police scientifique arrive, l'OPJ, etc. Vous êtes toujours chez toi? On est toujours chez moi. Et on me dit que ma maison va être scellée.
Donc il faut que mes enfants récupèrent des affaires. D'accord. Et il me semble que c'est chez une sœur à toi qui vont? Oui, en fait, moi, ma famille habite Saint-Nazaire, donc super loin. Et donc il y a ma babysitter qui est là, qui connaît mes enfants depuis très jeune et qui, elle, les récupère. Au début, on me dit qu'ils vont venir avec moi au commissariat. Mais moi, je connais un peu ce qui en découle. Tu viens avec tes enfants au commissariat. Et qu'est-ce qui en découle? C'est de placer tes enfants. Et là, je pète un câble. Je dis, là, je suis calme, je vais venir avec vous. Mais par contre, il y en a un qui touche à un cheveu de mes enfants. Sachez que là, c'est un autre visage que vous allez voir. C'est-à-dire que tu avais peur que tes enfants soient placés en foyer Oui. ou dans des familles? Exactement. Donc, du coup, l'OPJ parle avec le procureur en charge de cette histoire et accepte que mes enfants aillent chez la babysitter le temps que le lendemain, ma sœur vienne les récupérer. Ils auraient pu ne pas accepter? Oui, ils auraient pu. Bien sûr, puisque je suis une maman seule avec mes 2 enfants, que le père de mes enfants est incarcéré. Donc, du coup, oui, ça aurait pu être comme ça. Mais bon, après, j'ai une famille. Donc, et vu qu'ils n'étaient pas à côté pour venir les récupérer, ils auraient pu, oui, les placer en attendant que la famille vienne et récupère les enfants. Le père de tes enfants, il est incarcéré depuis longtemps? Oui, oui, oui. Il a pris pour longtemps? Oui. Genre combien de temps? 8 ans, je crois. 8 ans? Il a fait des choses très graves? Je sais pas. J'ai plus de contact avec lui, en fait, depuis des années. Tu sais pas pourquoi le père de tes enfants, il est incarcéré? Non, non, non. Et je veux pas savoir, ça me regarde pas. Ok. Donc ils ont leur père, tes 2 enfants qui sont incarcérés, avec le risque, parce que là tu le sais pas encore, mais même si tu t'en doutes, Ouais. bah, que leur maman aussi va être incarcérée. C'est ça. Donc, heureusement, après, j'ai une famille, j'ai des parents qui sont là et qui sont présents. Mais tu te dis pas que t'es passé à côté de quelque chose Ouais, si. à un moment donné. Je te juge pas. Ah, si. Je te pose ouvertement la question, parce que le papa il est pas là. Si la maman elle est pas là, Ouais. c'est quoi leur équilibre? Bah, il y en a plus. Il y en a plus. Et moi, ma hantise, c'est qu'un jour, on m'enlève mes enfants. Moi, c'est ma raison de vivre, vraiment. Genre, sans mes enfants, j'ai pas... Enfin, là, par exemple, depuis que je suis sortie de prison, je les ai pas H24 avec moi, puisqu'ils sont encore chez ma mère. Bah, il me manque quelque chose. Il me manque une partie de moi. Mais tu as le droit de les avoir avec toi si tu veux? Oui, bien sûr. C'est juste que je suis hébergée chez une amie. Donc, quand on est hébergé, voilà, avec 2 enfants en plus, c'est toujours... mais j'attends de trouver un appartement que je vais retrouver très vite. Pourquoi tu es hébergée en ce moment chez une amie? Pourquoi? Parce que j'ai plus le droit de retourner dans ma maison dans le 95. Je suis interdite de retourner dans ma maison et de retourner dans le 95. Ah bon? Oui. Pourquoi tu n'as pas le droit de retourner dans ta maison? C'est dans le cadre de mon contrôle judiciaire. Comme je n'ai pas le droit d'avoir Snapchat et Instagram. Ah, t'as plus le droit d'avoir Snap et Insta? Non. Ah, c'est pour ça que tu es présent uniquement sur TikTok? Exactement. Et pourquoi tu as le droit d'être sur TikTok et pas sur Snap et Insta? Alors, d'après ma juge d'instruction, vu que j'ai posté leur visage sur Snapchat et Instagram, donc j'ai aidé un de mes chefs d'inculpation, c'est la diffusion, etc., d'images. D'images dégradantes. C'est ça. Donc, du coup, c'est pour éviter que je refasse ça. On va parler de ton incarcération, mais juste pour que je comprenne bien, en tout, tu as fait 13 mois déjà. C'est ça. Et là, le bracelet électronique, tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai depuis ma sortie le 10 juillet. Le 10 juillet, Oui. D'accord. Donc ça fait plusieurs mois Exactement. maintenant. Tu risques combien? Est-ce que tu connais la peine que tu risques? Oui, c'est 5 ans. 5 ans. Oui, 5 ans ferme. Comment tu l'as pris la première fois que tu entends ça? Après, Tu trouves que c'est justifié? Oui. Oui, c'est justifié. Puisque, et encore, en fait, quand on voit le chef d'inculpation, séquestration, c'est un fait très grave. Donc oui, encore heureux qu'on peut prendre 5 ans en France quand on séquestre quelqu'un. Parce qu'il faut aussi penser aux victimes. Je ne parle pas que de mon affaire, je parle en globalité. Oui, sauf que toi, en introduction, t'expliques, Selma, que c'était pas la légitime défense, mais que tu voulais te faire justice toi-même. C'est ça. Parce que t'appelais la police et il se passait rien. Ouais, mais il n'y C'est a ça. pas de légitime défense en France. Ça n'existe pas. La légitime défense n'existe pas en France. On dit que oui, éventuellement ça existe, mais c'est proportionnel à tu reçois un coup de poing, tu ne dois donner qu'un seul coup de poing. Si tu en mets 2, tu n'es plus dans le cadre de la légitime défense. C'est-à-dire que la légitime défense, elle doit être équilibrée dans la réponse. Exactement.
D'accord. Donc toi, ça veut dire que ta réponse face à ces deux jeunes n'était pas équilibrée. Pas du Aux tout. yeux de la loi, j'essaie de comprendre. C'est ça, exactement, aux yeux de la loi, non. Ok, alors t'aurais dû faire quoi? Aucune idée, puisqu'on ne m'a jamais apporté cette réponse. À part attendre. Après, malheureusement, peut-être qu'il aurait fallu un drame pour qu'il y ait quelque chose. Mais avec du recul, c'est facile, je sais, avec du recul. Mais t'as dû te le faire, le film. Ouais, bien sûr. Comment t'aurais réagi avec du recul? Face à ces deux jeunes, commandités, comme tu dis, pour venir chez toi, pour te faire quelque chose de mal. Bah, en fait, avec du recul, je me dis que j'aurais dû juste les foutre dans ma voiture et les emmener au commissariat, vu que la police ne voulait pas se déplacer. Mais même ça aurait été considéré comme une séquestration. Même ça. Sans que je les violente, sans que si je les prends de force et que je les mets dans ma voiture et que je les emmène au commissariat, c'est une séquestration aussi. Donc j'aurais pu aussi aller en prison. Elle se passe comment, la garde à vue? Je réalise pas. Je suis dans le déni. Et c'est surtout que j'ai écho de l'OPJ, de mon avocat, que ça va le faire. Je vais sortir. C'est-à-dire tu vas pas être incarcéré, quoi. C'est ça. En attente du jugement. Exactement. Malgré que j'ai déjà un casier judiciaire. Parce que tu as déjà fait de la prison. Oui. Quand j'avais 18 ans. Ouais. Pour quel motif? Braquage. T'avais fait combien de temps en prison? J'avais fait à peu près 1 an et demi. T'avais braqué quoi? Un resto. Mais comment on en arrive Enfin, la caisse d'un resto. Ouais, mais comment on en arrive à braquer un Alors, resto à 18 ans? c'est pas moi qui a braqué. J'étais complice de ce braquage. Mais alors comment on en arrive à 18 ans à mettre un plan en place pour braquer un restaurant? C'était une connerie de jeunesse, voilà. C'était... C'est un délit. Ouais, oui. Mais c'était de la bêtise, puisque enfin, surtout à cet âge-là, j'avais même pas besoin d'argent. Enfin, mon père était modeste, quoi. Donc, enfin, on vivait bien. C'était vraiment... on m'a dit, ouais, viens, aide-moi à faire ci, à faire ça. Ah, ok, bah, vas-y, je te donne les infos, et puis fais ton truc, quoi. Mais j'ai fait de la prison à ce moment-là, bien évidemment, parce que j'étais complice. Ouais, mais quand même, à aucun moment dans ta tête, tu te dis, mais attends, mais ce que je vais faire est mal, est interdit par la loi, je vais faire peur à quelqu'un d'autre en face. Non. Il peut se passer un drame que je ne maîtrise pas. Exactement. Bah, en fait, à 18 ans, t'es un peu bête, même si ça n'excuse pas, hein, mais en fait, tu pars dans le truc où, ouais, vas-y, c'est pas très grave, en fait. Alors que c'était super grave. Et rappelle-moi combien de temps t'as fait à 18 ans? 1 an et demi. 1 an et demi. En deux fois. Hein. Je les ai fait en 2 fois. Ok, et ça t'a pas servi de leçon? Si, puisque j'ai jamais pu refaire de toute ma vie. De toute ma vie. J'avais compris la leçon, en fait. La prison, je l'avais connue, etc. Et plus jamais j'avais fait, ne serait-ce qu'un petit truc. Bon, j'ai déjà cramé un feu, hein, mais si tu veux dire... Enfin, en gros... j'ai toujours travaillé, j'étais commerçante, j'ai jamais fait de trucs bizarres, pas du tout. Et là, donc de la garde à vue à l'incarcération pour cette affaire-là, il se passe combien de temps? Je fais à peu près, je crois, à peine 48 heures de garde à vue, je crois que je fais 40 heures. Oui. Puisque j'assume tout, déjà en garde à vue. Tu reconnais tout? Je reconnais tout, je suis encore dans le déni, mais je sais ce que j'ai fait. Donc je leur dis oui, effectivement, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, etc. Quelles sont les questions, par exemple, qui te sont posées? Bah, ça va très très vite, puisque en fait, il y a les vidéos, il y a tout. Et on me dit, voilà, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, etc. Et donc je leur explique tout simplement, en fait, le pourquoi du comment. Et l'OPJ en face de moi est hyper compréhensible et comprend en plus. Enfin, ce qui s'est passé, il me dit, voilà, t'as pété un câble, ça arrive à tout le monde. Enfin, ça n'arrive pas à tout le monde à ce degré-là, mais voilà, c'est ce que tu as subi pendant 1 an. Je peux comprendre que ça t'a fait peur et que ça y est, tu dis stop, quoi. Tu te retrouves rapidement devant un juge d'instruction ou un procureur? Ouais, je me retrouve du coup déférée, ça s'appelle, au tribunal, devant une juge d'instruction qui va choisir mon sort. Ça, c'est combien de temps après la garde à vue? Juste après. Ah, juste après? Oui, c'est à la fin de la garde à vue. Et là, je comprends que, quand on me dit que tu vas être déféré, pour moi, je sais que je vais partir en prison. C'est ce qu'on appelle une comparution immédiate? Non, pas du tout. Ah. Une comparution immédiate, c'est quand tu es jugé directement après ta garde à vue. Exact, alors que toi, tu es toujours en attente de ton jugement. Exactement. Je suis juste déférée pour savoir si je suis sous contrôle judiciaire, si, donc contrôle judiciaire, tu peux rester libre, avoir un bracelet électronique, ou juste aller signer au commissariat toutes les semaines pour te suivre. Enfin voilà, tu as plein de sortes de choses qui peuvent faire qu'en attente de ton jugement, mais là, la juge d'instruction demande la détention provisoire. Tu as le droit de parler, tu réponds quelque chose, tu essaies de te défendre? C'est ça.
Je me défends, je dis que je suis seule avec mes 2 enfants, que mes 2 enfants ont besoin de moi, que je ne vais pas prendre la fuite, que bien évidemment je répondrai aux convocations, etc. Tout ça, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, donc elle décide de t'incarcérer. Exactement. Ok. À quel moment tu apprends que tu vas être incarcéré 13 mois? Est-ce que tu le sais d'abord? Non. En fait, quand elle décide de m'incarcérer, la juge d'instruction me dit, voilà, là, on a 4 mois pour te faire ta première audition sur les faits. Et au bout des 4 mois, ta première audition, tu pourras sortir. Donc pour moi, dans ma tête, je pars pour 4 mois. Ça, comment tu l'appréhendes? Je me dis 4 mois, ça va passer vite, c'est pas très très grave. Voilà, j'avais déjà fait de la prison, bien évidemment, avant, mais voilà, 4 mois, je sais que ça peut passer très très vite et ça peut aller. Comment ça se passe, ces 4 premiers mois? Plutôt cool. Enfin, cool. Entre guillemets, je suis en prison, hein. Mais ça va. Je digère l'information. On est hyper confiant avec mon avocat. On se dit que voilà, à la première audition, je suis quelqu'un qui a assumé les faits, qui ne ment pas, qui n'a pas, qui a donné mon téléphone pour expertise. J'ai pas, voilà, ça devrait bien se passer. T'es toute seule en cellule, t'as une codétenue? Oui, je suis seule en cellule puisque je suis un personnage public, donc ils me mettent seule en cellule au début. Et puis après, bon, j'ai dû faire des pieds et des mains pour avoir une copine à moi avec moi parce que je me sentais vraiment seule. C'est-à-dire comment on fait des pieds et des mains pour avoir une copine à soi? Alors en fait, si tu veux, au bout des 4 mois, déjà, je vois que je suis toujours pas convoquée. Enfin, j'ai une convocation devant la juge d'instruction, sauf que entre la détention et la juge d'instruction, il se renvoie la balle. Et alors, d'après la détention, c'est ma juge d'instruction qui me convoque, mais qui n'envoie pas la demande d'extraction pour que je sois extradée de la prison jusqu'à Cergy-Pontoise, où je dois être auditionnée. Et en fait, il y a 3 rendez-vous comme ça qui se loupent, où j'attends le jour de mon audition, en fait. Et j'ai très hâte de ça, puisqu'on me dit, quand on m'incarcère, qu'au bout de ma première audition, je vais pouvoir sortir. Est-ce que tu penses que c'était fait exprès? Je sais pas. Est-ce que c'est pas parce que, je sais pas, hein, c'est une supposition, mais parce que t'avais un téléphone? Oui. Et que t'envoyais, tu continuais de réagir sur les réseaux sociaux à certaines choses? Alors au début, je le faisais pas. Et donc du coup, c'est quand il y a eu un reportage sur moi, où là, je pète un câble et je l'ai fait. Quel reportage? Il y a eu un blogueur qui a fait un reportage sur moi en me dénigrant, en racontant que des bobards et en disant que j'étais une sociopathe. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal dans ce reportage? Au début, je m'en foutais. Ouais. Si tu veux, premier épisode qui sort, je le regarde, je suis en prison dans ma cellule. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais t'avais pas le droit d'avoir un téléphone? Bien sûr, j'avais pas le droit. Bien sûr, personne n'a le droit d'avoir un téléphone en prison. Deuxième épisode, pareil, je m'en fous un peu. En plus, c'est des filles qui parlent de moi, mais en vrai, je les ai vues 10 fois à tout casser dans ma vie. Enfin, je sais qui je suis, en fait. Donc, mes amis, mes proches savent aussi comment je suis. Donc, enfin, voilà, ça me fait rien non plus. Sauf qu'il y a des proches à toi, à un moment donné, qui prennent la parole. Et en fait, le jour où j'entends ça, donc c'est ma sœur qui parle. Après, ça a toujours été conflictuel avec ma sœur. Là, j'ai pas supporté. Qu'est-ce que t'as pas supporté? Qu'est-ce que t'as entendu que t'as pas supporté? Alors, que ce soit ma sœur. Tu sais, il y a un truc qui dit, c'est pas les coups de couteau dans le dos qui font mal, c'est quand tu te retournes et que tu vois qui les a fait. Et là, désolée. Et ça, j'ai pas supporté. J'ai vraiment pas supporté parce que c'est ma petite sœur, en fait. Et ce jour-là, pardon, j'en ai même oublié que j'avais des enfants. J'avais oublié que j'avais des parents. J'en ai même oublié que j'avais un chéri. Et j'ai essayé de mettre fin à mes jours. Ce jour-là? Ouais. En prison? Oui. De quelle façon? J'ai pris un tas de médicaments et je me suis entaillé tout le bras. Là, c'était... En fait, je voulais mourir. Je voulais vraiment finir. C'était le coup de trop?
Ouais. En fait, j'ai toujours eu l'habitude d'être trahie. Dans ma vie, je suis quelqu'un d'entier, en fait. Quand j'ai une amitié avec quelqu'un ou quand j'aime quelqu'un, je donne tout. Mais vraiment tout. Je suis prête à aller au front et vraiment... Mais là, que ce soit ma famille et... Enfin, pas ma famille, juste ma petite sœur, en fait. Là, ça a été de trop. En fait, pour moi, tout le monde pouvait me trahir, tout le monde pouvait raconter de la merde sur moi, et pas ma sœur. Alors que je savais, ça a toujours été très conflictuel, hein, c'est la seule de mes sœurs où c'est très conflictuel avec elle. Mais le pire, c'est que j'entends dans les audios où c'est elle qui va contacter cette personne. Tu sais, c'est pas le contraire. Tu vois ou pas? C'est ça qui fait le plus mal. T'as essayé de rentrer en contact avec ta sœur à ce moment-là? Non. Vu que t'avais un téléphone? Non. Non. Non, et quelques jours avant, on m'avait prévenu, parce que lui m'avait harcelé aussi, hein, il avait réussi à avoir mon numéro de la prison. Il m'avait harcelé, les filles aussi qui sont dans le reportage m'avaient harcelé aussi en menaçant, en m'envoyant des messages. Et il y a un des messages où ça dit attends le final, sois surtout prête pour le final. Le 3e épisode, et c'est le final qui va t'achever. Et une de mes copines m'a dit, tu sais, elle l'a eu au téléphone, lui, et elle me dit, il y a une de tes sœurs qui a parlé. Et moi, je dis, mais c'est impossible. Et je m'embrouille avec cette personne au téléphone. Je dis, arrête. Je dis, t'as vu, mes sœurs, alors celle qui est juste Shaima, qui est juste après moi, je suis très très proche d'elle, et les deux autres, c'est 2 jumelles. Une des jumelles qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux, et l'autre, avec qui je suis en conflit tout le temps. Je lui dis, c'est pas possible. Et je lui envoie un message. Et je lui dis, est-ce que tu as parlé avec lui? Et elle me jure, sur tous ses enfants, sur Dieu, que non. Et tu peux pas nier l'évidence, quoi. Qu'est-ce qu'elle a dit sur toi? Que j'étais une mauvaise mère, que j'étais une mythomane, que tu sais, je l'ai écouté qu'une fois, hein, cet audio. Je peux pas le réécouter une deuxième fois. C'est la première fois... j'ai voulu mourir, tu vois. Et c'était ça. Je voulais, enfin, si je te montre mon bras aujourd'hui, et d'ailleurs je le cache tout le temps, parce que j'en ai honte de ça. T'as honte de quoi? D'avoir voulu mourir, d'avoir été faible, pour une fois dans ma vie, d'avoir été faible. Et t'es la première personne à qui je le dis, hein, je l'ai même jamais dit sur les réseaux ou sur... Alors j'écris mon livre en ce moment, donc je le mets dans le livre. Mais... c'est parler ouvertement de ça. T'associes cet acte à de la faiblesse? Oui. Quand je suis sortie et que j'ai vu la mort, par exemple, de Mehdi Bassit, tu vois, ouais. J'ai compris son geste. Tu vois. C'est horrible à dire. C'est quelque chose que tu comprenais pas avant? Non. Non. Et là, pour l'avoir vécu, je l'ai compris. Je l'ai vraiment compris, son geste. Et qu'est-ce qui se passe justement dans un moment comme ça? En fait, t'en as marre. Tu vois? T'en as marre, tu veux... Tu sais, tout ce qui t'est arrivé, tu te dis, en fait, peut-être que si je pars, tu vois, je suis plus là, peut-être que ça s'arrêtera, en fait. Et tu penses plus à rien, comme tu dis, tu penses plus à l'amour que t'as pour tes enfants, l'amour qu'ils ont pour toi, l'amour de ta famille, l'amour de ton chéri. Plus rien ne compte? Plus rien n'existe? Plus rien ne compte. C'est horrible de dire ça. C'est horrible, mais là, en fait, je me suis dit, peut-être que, tu sais, dans les phrases, tu sais, qui résonnent, des gens qui... Enfin, surtout quand c'est ta sœur, tu vois. Tu te dis, autant leur donner raison. Tu vois? Autant leur donner raison et partir et puis te réveiller. Mais tout en sachant que l'acte, il est souvent irréversible? Ouais. J'ai eu de la chance. Enfin, dans mon malheur, j'ai eu de la chance. J'ai eu vraiment de la chance parce que le lendemain matin, quand je me réveille, il y a du sang partout. Quelqu'un te découvre? Non, puisque je me réveille, malgré tous les médicaments que j'ai pris, j'arrive à me réveiller avant, tu sais, le bonjour du matin, de la surveillante. Et là, mes draps sont pleins de sang. Ma cellule est pleine de sang. Il y a
il y a du verre de partout parce que je casse des assiettes. Et d'ailleurs, la surveillante de la nuit a fait que de passer devant ma cellule parce que je hurlais au téléphone. Elle a compris que j'étais au téléphone puisque je suis seule dans ma cellule. Donc, mais bon, la plupart sont pas des balances, enfin, s'en foutent, quoi. Et je me dis, il faut que je ramasse parce que là, en fait, on va me foutre à l'hôpital. Et ma hantise, quand tu es en prison, tu veux même pas aller à l'hôpital, tu veux pas... Tu sais déjà que tu as un très mauvais confort, déjà, de base là-bas. Enfin, aller à l'hôpital et tout, faut pas. Donc, en fait, je nettoie tout. Je cache tout. Et c'est le jour du changement des draps. Et quand ils viennent changer mes draps, en fait, le matin, je leur dis que j'ai eu un problème de fille. Mais elle y croit pas, vu la tonne de sang qui est déversée. Elle y croit pas du tout. Est-ce que c'est après ça qu'ils te changent de cellule et qu'ils te mettent avec une codétenue? Non, c'est pas après ça. Parce que tu as partagé ta cellule avec Minissa, enfin Oui, anciennement exactement. Minissa, nouvellement Bashi Babe. C'est ça. C'est ça? Non, c'est bien après. Là, à ce moment-là, Minissa n'est toujours pas en prison quand il se passe ça. Ça, c'était fin août. Ok. Ce drame-là. Et c'est vrai que dans la prison dans laquelle tu étais, tu côtoyais la femme de Michel Fourniret, Monique Olivier? Alors, en fait, j'ai été placée à l'isolement au mois de janvier. À force de trouver des téléphones dans ma cellule, on me met à l'isolement. Je suis une des premières détenues de France qui n'est pas dangereuse, qui ne gère pas un réseau de stupéfiants, qui n'est pas une commanditaire de meurtre, etc., qu'on met à l'isolement pour un téléphone. Et je me retrouve à l'isolement avec la cellule côte à côte de Monique Olivier. Monique Olivier qui est condamnée à perpétuité sur 15 enfants. C'est ça. Plusieurs fois perpétuité en plus, pas qu'une fois. Hein. Il me semble qu'elle a été condamnée plusieurs fois à perpétuité. Tu l'apprends tout de suite, qui c'est? Alors en fait, moi, juste avant d'aller à l'isolement, je travaillais aux cantines. Donc si tu veux, je livrais les denrées alimentaires qu'on peut cantiner en prison. Donc je sais qui y a à l'isolement, enfin voilà. Et en fait, j'atterris dans la cellule entre elle et du Bataclan. Oh, donc en fait, ça fait peur. Ça fait peur et c'est surtout que je trouve ça hyper injuste que moi, une petite influenceuse, ok, j'ai pété un câble. Oui, il faut pas minimiser. Hein. Ce que tu as fait, c'est très grave. Hein. Oui, c'est très grave, mais c'est pas de la dangerosité de ces personnes-là, en fait. Tu dis que eux, s'ils sont à l'isolement, alors après, attention, c'est pour leur sécurité à eux aussi, puisque Monique Olivier ne pourra jamais être en détention normale. Après, tout ce qu'elle a fait... Et tu parles avec ces femmes? Non, pas du tout. Je veux aucun contact. De toute façon, parler aux portes, déjà, je ne veux aucun contact avec eux, déjà. Et en fait, déjà, l'isolement, je le vis très, très mal. Et c'est d'ailleurs la directrice de la prison, qui est un amour, d'ailleurs, qui se bat pour que je sorte de l'isolement. Vraiment, puisque je prends 8 kilos, je ne sors plus de ma cellule, je suis complètement dégradée, je parle plus avec personne. Tu vois tes enfants pendant ces 13 mois? Non. Pourquoi? Je vois pas mes enfants puisque les parloirs sont pas accordés et que en plus de ça, mes parents sont assez âgés et qu'ils peuvent pas faire 600 km juste pour 45 minutes de parloir. Donc, la juge d'instruction m'accorde qu'à l'isolement le fait d'avoir mes enfants au téléphone à la cabine téléphonique. Avant ça, j'y ai pas le droit non plus. Comment t'apprends que tu vas sortir au bout de 13 mois? Je l'apprends 2 jours avant ma sortie. J'appelle mon copain au téléphone. Et quand je l'appelle, il me dit j'ai une bonne nouvelle. Je me dis peut-être qu'il a gagné Euromillions, je sais pas. Il me dit tu sors dans 2 jours. Et là, je pleure en fait. Lui, il pense que je pleure parce que... En fait, je pleure d'un soulagement, mais genre énorme. Pour moi, j'y croyais plus. Au bout de 13 mois, j'y croyais plus. Sachant que 2 mois avant, j'avais été renouvelée. Tu sais, tu es incarcéré pour 1 an. Et puis après, tu as un renouvellement. Donc, soit on te prolonge, soit on te laisse sortir. Et on m'avait renouvelée. Donc, j'y croyais pas du tout. Tu revois tes enfants tout de suite? Pas tout de suite, puisque j'ai le bracelet électronique. Et mes enfants ne sont même pas au courant que je sors. Enfin, c'est lui qui les contacte pour leur dire que je vais sortir.
Bon, de base, je voulais faire une surprise, mais il a gâché ma surprise. Bon, c'est pas grave. Mais ils sont à Saint-Nazaire. Tu la vois comment, cette sortie? Est-ce que tu la vois comme une nouvelle chance ou est-ce que tu la vois comme une possibilité de mettre un point final à toutes ces histoires? Oui, une possibilité de mettre un plein final et puis surtout un renouveau. Vraiment un renouveau, un départ à zéro. Est-ce que tu vois. peux véritablement faire un départ à zéro Je pense pas. aujourd'hui? Si j'avais été une personne lambda que personne connaît, peut-être. Mais malheureusement, tout ça, ça va me suivre toute ma vie, en fait. Est-ce que tu as peur d'être face à d'autres situations qui te confrontent à des pétages de câbles, comme tu as pu avoir? Bah, en fait, depuis que je suis sortie de prison, je suis devenue agoraphobe. Je pense que Ouais, tu as peur de la foule? ouais, j'ai peur de la foule, je veux plus sortir. J'évite, par exemple, juste les gens. Tu sais, c'est bête, hein, mais je veux plus, je suis plus sociable. J'étais quelqu'un de très très sociable, très, je peux parler avec tout le monde, me mélanger avec tout le monde. Et depuis ça, j'ai une phobie sociale, mais une vraie phobie sociale. Est-ce que tu as déposé une plainte, toi, de ton côté? Oui, oui, quand j'étais incarcérée déjà. Ouais, elle en est où, cette plainte? Toujours en cours d'instruction. Il y a une enquête en cours? Oui, 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 que ce soit pour mes faits à moi. Et moi, j'ai aussi redéposé plainte de mon côté. Puisque je voyais que dans mon affaire, on ne cherchait pas vraiment le commanditaire. Personne ne le cherche réellement, quoi. Tu as déposé plainte contre qui, concrètement? J'ai déposé plainte contre ce blogueur et son petit ami. De base, pourquoi il est arrivé tout ça? Parce que moi, j'ai dénoncé ça. Enfin, j'ai dévoilé ça. Et c'est les deux personnes, c'est eux deux, avec l'aide de d'autres personnes, qui me faisaient tout ça pendant 1 an. T'as des preuves de tout ça? Oui. J'avais tout mis en live. Et d'ailleurs, le jour où il s'est passé ça chez moi, j'avais fait un teaser où je devais faire un live sur TikTok et que je devais rebalancer encore toutes les preuves. Mais pourquoi vous réglez vos comptes aussi comme ça sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous vous pourrissez après avoir partagé des moments ensemble? C'est ça. Je comprends pas. En fait, tout est parti d'un chantage. Tout est parti d'un chantage. Parce que tu as travaillé avec eux, tu as Oui. travaillé avec lui. Ouais. Donc ce que tu as pu dénoncer par la suite, c'est des choses que tu as cautionnées. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai su. Je me après, permets. Hein. Bien sûr, bien sûr. En fait, si tu veux, quand j'ai travaillé avec lui, moi, je ne connaissais pas réellement le personnage. J'avais déjà vu, etc. Ses plateaux, etc. Mais je n'étais pas quelqu'un qui le suivait régulièrement, tu vois. Et il y avait déjà, quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai perdu presque 10 000 abonnés. Des gens qui m'ont vu avec lui et qui ne me suivaient plus. Je recevais des mises en garde. J'ai toujours reçu des mises en garde et tout, mais moi, je suis quelqu'un qui, comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, les gens sont un peu mauvais, c'est un peu le retour de la médaille, de la notoriété et tout. Les gens peuvent raconter un peu de la merde, tu vois. Et donc, on bosse sur un premier reportage ensemble, ça se passe super bien, malgré que j'ai beaucoup de problèmes chez moi. Ça veut dire que les gens savent qu'il est chez moi, et on vient et Enfin, je me mets en danger, en fait. Je me mets en danger, moi et mes enfants. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui a pas... Enfin, ça a été un peu dévoilé sur les réseaux, mais beaucoup de personnes qui le cherchent, en fait. Bon, j'ai les épaules, il n'y a pas de problème. Je suis quelqu'un d'entier et tout, il n'y a pas de problème. Et en fait, petit à petit, je m'éloigne. Je m'éloigne parce qu'il y a des choses où... non, je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas cautionner. Il y a des choses que je ne peux pas cautionner. Il y a des choses... beaucoup... Et donc, je m'éloigne petit à petit. Tu sais, je préfère faire ça en douceur, où je suis un peu moins présente. Je préfère partir. Déjà, pendant très longtemps, il me devait beaucoup d'argent. Et j'ai dû commander mon argent, vraiment, pendant très longtemps. Mais ça porte plainte, fais ce qu'il faut, oui, va à après, la police, tu vois. Bon, les histoires d'argent, c'était même pas je m'en fous. L'argent, ça va, ça vient, tu vois. Comme on dit, c'est Dieu qui donne. En fait, c'est comment vous en êtes arrivé à vous déchirer, à cracher les uns sur les autres sur les réseaux. Alors, comment Est-ce que ça aurait pas été mieux l'indifférence? Si. Sauf qu'il y a un truc qui se passe qui, moi, me fout en rogne. Mais vraiment. En fait, si tu veux, ma faiblesse, comme tout le monde le sait, c'est mes enfants. Et le jour où vraiment il y a eu un clash entre nous, où vraiment on se parle mal et tout, il
il me fait du chantage en me disant qu'il a une vidéo, une supposée vidéo de quand il était chez moi, où il prend des substances à côté de ma fille qui dort. Et il me dit, écoute-moi bien, si tu oses ouvrir ta bouche sur moi, sache que ces vidéos-là vont sortir, genre en gros, sur Internet, et je vais surtout donner ça à la juge en charge de la garde de tes enfants. Mais qui prenait des substances dans cette vidéo? Non, personne n'en prend. Ah. Non, personne n'en prend, mais il a pris des substances et en fait, si tu veux, il est rentré dans la chambre de ma fille qui dormait et il a posé ses... Alors, c'est une supposée vidéo, hein, parce que moi, je ne l'ai jamais vue. Donc ça se fait, elle n'existe pas. Ça se trouve, elle n'existe pas, mais tu sais, je pense que coup de poker, tu sais. En gros, je vais te faire fermer ta gueule en disant ça, et là, tu vas flipper, tu vois. Et en fait, moi, je vrille. Je dis, mais il n'y a personne qui va me faire du chantage, je vais payer personne. Je vais me donner... Enfin, je suis une maman qui m'en sort seule avec mes 2 enfants. Je ne vais jamais te donner 1 euro, même si demain je suis milliardaire. Je ne donnerai jamais 1 euro à quelqu'un. Donc là, jamais tu décides de te venger. Exactement. En fait, non. Je décide de dénoncer toutes ces malversations et comment il est réellement, en fait. Et d'ailleurs, je fais une première vidéo comme ça, où je balance. Et là, je vois que je suis contactée par énormément d'influenceurs qui lui reprochent la même chose. Vraiment. Énormément. T'as pas idée combien. Et que ce soit des influenceurs connus, des petits influenceurs, ou encore des personnes lambda que personne ne connaît, tu vois. À qui... bizarrement, personne ne prend la parole. À part une personne qui a... publiquement, voilà, à dénoncer, à déposer plainte. Sinon, les personnes m'appellent. C'est sympa 2 minutes, en fait, le bureau des pleurs. Mais aller déposer plainte, en fait. Tu vois? Ce que tu n'as pas fait non plus. Oui. Oui, à ce moment-là, oui. C'est vrai. Mais à ce moment-là, tu n'as rien de... Enfin, à part du chantage sur... moi, je te parle à l'instant T, hein, où je fais mes vidéos et tout. Il n'y a rien de mauvais, en fait. Enfin, c'est une guéguerre sur les réseaux. Ils balancent des... Moi, je rebalance derrière avec des preuves, tu vois, je montre toutes les preuves, etc., qui ment. Ça s'arrête là. Donc, si tu veux, un truc... c'est des banalités, tu vois, il n'y a rien de dangereux là-dedans, en fait. C'est vraiment après, lors de son premier reportage qui sort, et moi, je spoil, tu vois, l'intégralité du reportage, où là, c'est un cran au-dessus. Un cran au-dessus. Je me fais tabasser. Devant chez moi, je sors mes poubelles, je me fais tabasser. C'est la mafia, vos histoires? Ouais. Franchement, vu de l'extérieur, ouais. On n'a pas envie d'être mêlé à ça. Hein. Non. Mais après, tu sais, il y a très peu de personnes qui prennent la parole sur ça, mais ça arrive énormément. Ça arrive énormément. Il y a beaucoup d'histoires que je connais en off, tu vois, d'influenceurs, de choses et tout, qui subissent, qui payent. Hein. Quand tu dis qu'ils payent, c'est qu'ils payent véritablement? Ouais. Oui. Il y a énormément d'affaires comme ça. Mais personne n'en parle. Personne ne dénonce, personne ne... ou qui se font... Il y en a plein. Mais vraiment. Des personnes connues que tu as reçues toi-même sur tes plateaux, etc. Et qui m'ont dit, tu sais, moi, il y a eu ça. Et... Donc il faut faire quoi? Il faut prendre la parole quand on se sent victime de... En fait, il y a... cyber... je sais pas moi, de dénonciation calomnieuse, En fait, si tu veux, en France, je rêve d'une France où n'importe quelle adresse IP, par exemple, sur les réseaux sociaux, pourrait être vérifiée et on pourrait déposer plainte contre quelqu'un. Les réseaux sociaux, ça a donné beaucoup de crédit à des gens qui sont juste derrière leur ordinateur ou leur téléphone. Et en fait, il y a des drames, comme celui de Mehdi, de cet été, qui peuvent arriver alors qu'il n'y a personne, vraiment, qui porte notre parole et qui fait balancer, en fait, les choses. Il n'y a pas de condamnation. On en voit très, très peu, en fait. À part pour le cas de Mila. Je me rappelle de ce cas-là, où vraiment, ces harceleurs avaient été condamnés, etc. Mais à part pour ça, tous les influenceurs, il y en a beaucoup. Hein. Je parle de, par exemple, la petite Léna là, qui sortait avec Adil Rami, qui a essayé de mettre fin à ses jours aussi très récemment.
Elle avait fait un post et tout le monde pensait qu'elle allait bien, mais non, en fait. Les Natsu. Exactement. Et moi, ça m'a choquée. Petite fille toute mignonne comme ça, qui paraît très très bien sur ses vidéos, et en fait qui a subi un harcèlement de malade et qui a tenté de mettre fin à ses jours. Enfin, il y a énormément de personnes. Hein. Et des fois, c'est dans la sphère privée. Pour ma part, en tout cas, ça a été dans la sphère privée. Ça n'a pas été sur les réseaux sociaux. Il y en a eu. Hein. Bien évidemment, il y en a eu. Il y en a encore. Mais et ça peut te défoncer un peu le moral, tu vois. Tu sais. Moralité de l'histoire, pour éviter la prison, pour éviter les châtiments que tu as causés à ces jeunes hommes, Ouais. pour éviter la séquestration, pour éviter la peine d'enfants, tu vois, qui sont C'est ça. séparés de leur maman. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Franchement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je ne sais pas ce qu'il aurait vraiment fallu faire. Mais par contre, je pense que, tu sais, quand aujourd'hui tu montres un peu ta vie et tout sur les réseaux, vaut mieux s'éloigner de tout le monde et ne pas dire où tu habites, ne pas montrer tes faiblesses, tu vois. Et ce qu'il aurait fallu faire, c'est vraiment des plaintes, mettre mes plaintes publiquement, essayer de faire peur avec ça, tu sais, avec la justice. Mais je pense que le début de tout ça, c'est qu'il y ait des alertes, tu sais, du gouvernement et qui bougent un peu, tu vois. Qui se bougent un peu et qui fassent condamner des gens. Et ça fera peut-être reculer d'autres personnes. On l'a vu, c'est avec les histoires, même aujourd'hui, de la crypto-monnaie et tout, tu vois. C'est horrible ce qui se passe. Un mec avec un doigt coupé, enfin, tu vois. C'est... Je sais pas. Il faudrait peut-être que la justice, elle bouge un peu. Selma, merci pour ce témoignage. Mais merci à toi. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ouais. TikTok. Ouais. Ton compte TikTok, c'est Selma 8e merveille, mais tu as Oui. toujours ton compte Instagram que tu n'utilises pas, Selma.8e.merveille. Yes. Pourquoi 8e merveille? C'était depuis que j'étais jeune. J'avais à peu près 16-17 ans. Et c'était un délire entre potes où il y avait un mec qui était éperdument amoureux de moi, mais que je ne calculais pas, le pauvre, et qui me disait « mais t'es la 8e merveille ». Et en fait, on a tellement ri sur ça que voilà, c'est resté. Mais, Merci Selma, merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité des réseaux et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches.